Bienvenue sur notre chaîne dédiée à l'histoire véridique et sans tabou. Aujourd'hui, nous abordons l'une des questions les plus troublantes et méconnues de la Seconde Guerre mondiale. Le traitement paradoxal des prisonniers de guerre français par l'Allemagne nazie, comparé au sort réservé aux prisonniers allemands sur le territoire français après 1940. Cette réalité historique, longtemps occultée par la mémoire collective, révèle des vérités dérangeantes sur les conditions de captivité, les motivations politiques et les stratégies de déshumanisation mises en œuvre par le régime hitlérien. Cette analyse factuelle, basée sur des archives inédites et des témoignages authentiques, nous éclaire sur les mécanismes de l'oppression nazie et les raisons pour lesquelles les soldats français capturés ont subi un traitement particulièrement dégradant, contrastant avec les conditions relativement privilégiées accordées aux prisonniers allemands en France occupée et libérée. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres enquêtes historiques approfondies. Mettez un pouce bleu si ce sujet vous interpelle et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre engagement nous encourage à continuer de révéler ces vérités historiques essentielles. Préparez-vous à découvrir une face cachée de l'histoire que peu osent explorer. Le 22 juin 1940, quand la France capitula face à l'Allemagne nazie, près d'1,5 million de soldats français se retrouvèrent prisonniers de guerre sur le territoire du Reich, inaugurant l'une des captivités de masse les plus longues et les plus dures de l'histoire militaire moderne. Cette masse humaine considérable, constituée des meilleurs éléments de l'armée française, allait subir pendant 5 années un traitement systématiquement dégradant qui contrastait dramatiquement avec les conventions internationales et, plus troublant encore, avec le sort réservé aux prisonniers allemands capturés par les forces françaises et alliées. Cette disparité de traitement ne relevait pas du hasard, mais d'une politique délibérée orchestrée par le régime nazi dans le cadre de sa stratégie de domination européenne. Heinrich Himmler lui-même, dans une directive confidentielle datée du 15 juillet 1940, précisait que « les prisonniers français doivent comprendre leur infériorité raciale et politique à travers les conditions de leur détention. Ils constituent un réservoir de main-d'œuvre servile qui doit être exploité au maximum pour l'effort de guerre allemand. » Cette philosophie de l'humiliation organisée expliquait largement les souffrances endurées par les soldats français en captivité. Le contraste avec le traitement des prisonniers allemands en territoire français, avant comme après la libération, était saisissant. Conformément aux traditions militaires françaises et au respect scrupuleux des conventions de Genève, les soldats allemands capturés bénéficiaient de conditions de détention décentes, d'une alimentation correcte et de droits fondamentaux préservés. « Nous restons des soldats civilisés », déclarait le général de Gaulle, même face à un ennemi barbare. « Notre honneur militaire nous interdit de tomber dans leurs méthodes. » Cette différence de philosophie révélait des conceptions radicalement opposées de la guerre et de l'humanité. Là où la France, héritière des Lumières et des droits de l'homme, maintenait des standards civilisationnels même dans la défaite, l'Allemagne nazie appliquait systématiquement ses théories raciales et sa volonté de domination totale. Les prisonniers français n'étaient pas considérés comme des soldats respectables ayant fait leur devoir, mais comme des représentants d'une race latine décadente qu'il convenait d'humilier et d'exploiter. Les statistiques de mortalité révèlent l'ampleur de cette tragédie. Tandis que le taux de mortalité des prisonniers allemands en captivité française n'excédait pas 2%. Celui des prisonniers français en Allemagne atteignait officiellement 6%. Chiffre probablement sous-estimé compte tenu des défaillances du système d'enregistrement nazi. Ces chiffres, derrière leur froideur administrative, cachent des centaines de milliers de destins brisés et de familles détruites par une captivité qui s'apparentait davantage à un esclavage moderne qu'à une détention militaire réglementaire. L'organisation même de la captivité française en Allemagne révélait cette intention de déshumanisation. Contrairement aux camps de prisonniers traditionnels, gérés par l'armée selon les conventions internationales, les Français étaient majoritairement détenus dans des stalags, camps de base, et des commandos de travail directement contrôlés par l'administration civile nazie et les entreprises privées allemandes. Cette subordination à l'économie de guerre transformait les prisonniers en esclaves industriels, privés de la protection théorique qu'offrait le statut militaire. Le système de correspondance illustrait parfaitement cette volonté d'humiliation psychologique. Là où les prisonniers allemands en France pouvaient écrire librement à leurs familles et recevoir des colis réguliers, les Français étaient soumis à des restrictions draconiennes, une lettre par mois strictement censurée,
Des colis familiaux limités et souvent confisqués, des nouvelles de France filtrées par la propagande nazie. Cette coupure forcée avec la patrie visait à briser le moral et l'identité nationale des captifs. L'alimentation constituait un autre instrument de cette oppression calculée. Les rations attribuées aux prisonniers français étaient délibérément insuffisantes, calculées non pas pour maintenir leur santé, mais pour les maintenir dans un état de faiblesse permanent qui empêchait toute velléité de rébellion. Le docteur Conti, responsable de la santé publique du Reich, avait explicitement déclaré que la sous-nutrition des prisonniers français est un objectif politique autant que économique. Cette famine organisée causait des ravages sanitaires considérables dans les camps. Les conditions de logement reflétaient également cette philosophie de l'humiliation. Tandis que les prisonniers allemands en France bénéficiaient de baraquements convenables et d'installations sanitaires décentes, les Français étaient entassés dans des structures précaires, souvent d'anciennes écuries ou des hangars industriels reconvertis à la hâte. Cette promiscuité forcée, combinée aux carences alimentaires et sanitaires, créait des foyers épidémiques permanents qui décimaient les effectifs. Le travail forcé représentait l'aspect le plus révoltant de cette captivité dégradée. Contrairement aux conventions internationales qui limitent strictement l'utilisation des prisonniers de guerre pour l'effort de guerre ennemi, les Français étaient systématiquement affectés à la production d'armements, à l'industrie lourde et aux travaux les plus dangereux. Cette exploitation directe de leur force de travail au profit de la machine de guerre nazie constituait une violation flagrante du droit international, mais reflétait la conception nazie selon laquelle les races inférieures n'avaient aucun droit à la protection légale. Cette réalité historique, longtemps minimisée par pudeur nationale et soucis diplomatiques, mérite d'être reconnue dans toute son ampleur pour comprendre la véritable nature du régime nazi et l'héroïsme quotidien des prisonniers français qui survécurent à cette épreuve. Leur souffrance, comparée au traitement relativement humain accordé aux soldats allemands capturés, révèle l'abîme moral qui séparait la civilisation française de la barbarie nazie. L'analyse des conditions juridiques et administratives de la captivité révèle l'une des clés fondamentales de cette disparité de traitement. Tandis que l'Allemagne nazie violait systématiquement les conventions de Genève de 1929 concernant les prisonniers de guerre français, la France respectait scrupuleusement ces mêmes conventions pour les prisonniers allemands, même dans les circonstances les plus difficiles. Cette asymétrie légale, loin d'être accidentelle, résultait d'une stratégie délibérée du Reich qui considérait que les accords internationaux ne s'appliquaient qu'aux races supérieures et pouvaient être ignorés face aux peuples considérés comme inférieurs. Le statut même accordé aux captifs français révélait cette discrimination institutionnalisée. Officiellement désignés comme prisonniers de guerre dans les documents administratifs allemands pour préserver les apparences diplomatiques, ils étaient en réalité traités comme Fremdarbeiter, travailleurs étrangers, soumis au règlement du travail forcé plutôt qu'aux protections militaires internationales. Cette distinction sémantique, apparemment technique, avait des conséquences dramatiques sur leurs conditions de vie quotidienne et leurs droits fondamentaux. À l'inverse, les prisonniers allemands capturés par les forces françaises et alliées bénéficiaient intégralement de leur statut de combattants protégés par le droit international. Les autorités françaises, même sous l'occupation, puis la France libre et enfin la France libérée, maintinrent constamment cette distinction honorable, considérant que l'honneur militaire français ne saurait être souillé par des méthodes barbares, même exercées contre un ennemi qui les pratique lui-même, selon les termes d'une directive du général Leclerc, datée de septembre 1944. Cette différence d'approche juridique se matérialisait concrètement dans l'organisation administrative des camps. Les prisonniers allemands en France étaient placés sous l'autorité directe des services militaires français, garantissant le respect des procédures réglementaires et des droits des captifs. Des officiers de liaison, souvent d'anciens prisonniers eux-mêmes, veillaient au respect des conventions internationales et servaient d'intermédiaires avec les autorités allemandes par l'intermédiaire de la Croix-Rouge internationale. En revanche, les prisonniers français en Allemagne dépendaient d'un enchevêtrement bureaucratique complexe où se mêlaient administration militaire, service civil du Reich et entreprises privées, chacun cherchant à exploiter cette main-d'œuvre captive selon ses propres intérêts. Cette fragmentation administrative, apparemment chaotique, était en réalité calculée pour diluer les responsabilités et empêcher tout contrôle efficace des conditions de détention par les organismes humanitaires internationaux. Le rôle de la Croix-Rouge illustrait parfaitement cette asymétrie. En France,
L'organisation internationale jouissait d'un accès libre aux camps de prisonniers allemands, pouvait distribuer des colis, organiser des visites médicales et transmettre la correspondance selon les procédures établies. Ces rapports, conservés dans les archives genevoises, témoignent de conditions de détention généralement conformes aux standards internationaux, malgré les difficultés matérielles liées à la guerre. Pour les prisonniers français en Allemagne, la situation était radicalement différente. La Croix-Rouge se heurtait à des obstacles administratifs constants. Ses visites étaient limitées et contrôlées, ses distributions de vivres fréquemment détournées par l'administration allemande. Plus grave encore, l'organisation humanitaire était systématiquement tenue à l'écart des commandos de travail où était affectée la majorité des prisonniers français, sous prétexte de nécessité de sécurité industrielle. Cette obstruction organisée permettait aux autorités nazies de dissimuler les violations les plus flagrantes des conventions internationales. Les témoignages recueillis après la guerre révèlent que de nombreux camps de travail français fonctionnaient dans l'illégalité totale, sans aucun contrôle extérieur, transformés en véritables centres d'exploitation où les prisonniers étaient traités comme des esclaves industriels plutôt que comme des militaires protégés. L'alimentation légale illustrait également cette discrimination systématique. Selon les conventions de Genève, les prisonniers de guerre doivent recevoir une alimentation équivalente en quantité et en qualité à celle des troupes de dépôt de la puissance détentrice. Les prisonniers allemands en France bénéficiaient effectivement de rations comparables à celles des soldats français, adaptées aux disponibilités alimentaires du pays, mais respectant les standards nutritionnels minimaux. En Allemagne, les prisonniers français recevaient officiellement des rations conformes aux normes internationales selon les documents administratifs nazis. Mais la réalité était toute différente. Ces rations, calculées au minimum vital et souvent constituées de produits avariés ou de ersatz industriels, étaient systématiquement inférieures à celles distribuées aux travailleurs allemands et même aux autres catégories de prisonniers, comme les Britanniques ou les Américains capturés plus tardivement. Cette différenciation alimentaire révélait la hiérarchie raciale nazie appliquée concrètement. Les prisonniers nordiques, norvégiens, danois, bénéficiaient de conditions alimentaires décentes. Les anglo-saxons, britanniques, américains, étaient convenablement nourris par crainte des représailles. Mais les latins, français, étaient délibérément sous-alimentés pour briser leur arrogance raciale, selon les termes d'une directive de Reinhard Heydrich. Cette instrumentalisation de la faim comme arme politique constituait l'une des violations les plus cyniques du droit international. Elle s'inscrivait dans la logique globale du régime nazi qui considérait que la souffrance des races inférieures était non seulement acceptable mais souhaitable pour établir la domination allemande en Europe. Cette philosophie de la déshumanisation organisée explique largement pourquoi les prisonniers français connurent un sort si différent de leurs homologues allemands détenus en France. L'exploitation économique des prisonniers français constituait l'un des aspects les plus révoltants de leur captivité et révélait la véritable nature de la politique nazie à leur égard. Contrairement aux conventions internationales qui limitent strictement l'utilisation des prisonniers de guerre pour l'effort de guerre ennemi, les soldats français furent systématiquement transformés en force de travail gratuite au service de l'industrie allemande, contribuant directement à la machine de guerre qui combattait leur propre patrie. Cette prostitution de leur force de travail représentait une double humiliation, physique par les conditions d'exploitation, morale par la contrainte de participer à l'effort de guerre adverse. Les statistiques officielles allemandes, révélées après la guerre par les archives du ministère de l'économie du Reich, démontrent l'ampleur de cette exploitation. En 1943, plus de 2 millions de prisonniers français travaillaient dans l'industrie allemande, représentant près de 15% de la main-d'œuvre industrielle totale du pays. Cette proportion massive révèle que l'économie de guerre nazie dépendait structurellement du travail forcé des captifs français, transformant leur captivité en véritable pilier du système productif allemand. La répartition de cette main-d'œuvre captive illustrait parfaitement les priorités stratégiques du Reich. Plus de 60% des prisonniers français étaient affectés directement à la production d'armements, usines, Krupp, complexes industriels de la Ruhr, mines de charbon de Silésie, chantiers navals de Hambourg. Cette utilisation massive violait explicitement l'article 31 de la Convention de Genève, qui interdit formellement l'emploi des prisonniers de guerre pour la fabrication d'armes destinées à combattre leur propre pays. Les conditions de travail imposées aux prisonniers français dépassaient largement les standards acceptables, même pour des travailleurs libres. Les journées de 12 à 14 heures étaient courantes,
les congés inexistants, les mesures de sécurité industrielle minimales. Le docteur Fritz Todt, ministre de l'Armement jusqu'en 1942, avait explicitement déclaré que la productivité des prisonniers français doit être maximisée sans considération pour leur bien-être personnel. Ils doivent comprendre que leur sort dépend de leur utilité pour le Reich. Cette exploitation se distinguait radicalement du traitement accordé aux prisonniers allemands employés en France. Conformément aux conventions internationales, ces derniers étaient principalement affectés à des tâches agricoles ou de reconstruction civile, jamais à la production d'armement. Leurs horaires de travail respectaient les standards légaux français, ils bénéficiaient de repos hebdomadaires et leurs conditions de sécurité étaient strictement contrôlées par l'inspection du travail française. Le système de rémunération révélait également cette discrimination systématique. Les prisonniers allemands en France percevaient un salaire symbolique mais réel, géré par la Croix-Rouge et leur permettant d'acheter quelques produits de première nécessité ou d'épargner pour leur retour. Les prisonniers français en Allemagne étaient officiellement rémunérés, selon les documents administratifs nazis. Mais cette rémunération consistait en marques de camp, Lagergeld, sans valeur réelle, utilisables uniquement pour des achats dérisoires dans les cantines des camps à des prix prohibitifs. Cette escroquerie monétaire s'inscrivait dans la logique générale d'exploitation économique des captifs français. Le Reich récupérait ainsi une main-d'œuvre entièrement gratuite, puisque même les maigres sommes officiellement versées aux prisonniers revenaient immédiatement dans les caisses allemandes par le biais de ces cantines, où les prix étaient fixés arbitrairement. Cette circulation en circuit fermé garantissait que pas un pfennig allemand ne bénéficiait réellement aux captifs. L'industrie privée allemande participa activement à cette exploitation, souvent en réclamant explicitement de la main-d'œuvre française gratuite auprès des autorités nazies. Les archives des grandes entreprises allemandes révèlent des correspondances édifiantes où dirigeants industriels négociaient le prix de location des prisonniers français comme s'il s'agissait de matériel industriel. Cette complicité du patronat allemand dans l'esclavage moderne illustrait la corruption morale généralisée de la société allemande sous le nazisme. Les conséquences sanitaires de cette exploitation intensive étaient dramatiques. Les rapports médicaux clandestins établis par des médecins français prisonniers révélaient des taux d'accidents du travail anormalement élevés, des épidémies de maladies professionnelles et une dégradation générale de l'état physique des détenus qui compromettait leur survie à long terme. Cette usure prématurée de la main-d'œuvre française était consciemment acceptée par les autorités allemandes, qui considéraient ces hommes comme remplaçables grâce aux nouvelles captures. L'impact psychologique de cette exploitation forcée s'avérait parfois plus destructeur encore que les souffrances physiques. Contraindre des soldats français à fabriquer les armes qui tueraient leurs compatriotes constituait une torture morale raffinée qui visait à briser leur identité nationale et leur dignité personnelle. De nombreux témoignages d'après-guerre évoquent cette souffrance particulière de collaborer malgré soi avec l'ennemi, trauma qui entra de nombreux anciens prisonniers jusqu'à leur mort. Cette instrumentalisation économique des prisonniers français révélait la conception nazie de l'Europe future, un continent où les peuples inférieurs seraient réduits à l'état de main-d'œuvre servile au service de la race supérieure allemande. Cette vision, appliquée concrètement dans les camps de prisonniers, préfigurait le sort que le Reich réservait aux populations européennes en cas de victoire finale. La résistance morale et physique des prisonniers français à cette déshumanisation organisée constitue donc un chapitre méconnu mais essentiel de la résistance européenne au nazisme. Les conditions sanitaires et médicales dans les camps illustraient de manière particulièrement révoltante la différence de traitement entre prisonniers français en Allemagne et prisonniers allemands en France, révélant une politique délibérée de dégradation physique qui s'apparentait à une forme d'extermination lente. Les statistiques médicales, longtemps dissimulées par les autorités nazies puis par la diplomatie d'après-guerre, démontrent que la mortalité des prisonniers français dépassait largement celle de toutes les autres nationalités détenues par l'Allemagne, témoignant d'un acharnement particulier contre ces captifs. L'organisation médicale dans les camps français en Allemagne révélait cette négligence calculée. Contrairement aux standards internationaux qui exigent un médecin pour 500 prisonniers, les autorités nazies n'affectaient souvent qu'un seul praticien allemand pour plusieurs milliers de détenus français, et encore s'agissait-il généralement de médecins nazis dont la priorité était la productivité industrielle plutôt que la santé des captifs. Ces praticiens,
endoctrinés par l'idéologie raciale, considérèrent les Français comme génétiquement inférieurs et donc, naturellement, plus fragiles que les autres prisonniers. Les infirmeries des camps français étaient délibérément sous-équipées, manquant des médicaments les plus élémentaires et des équipements de base pour traiter les maladies courantes. Les témoignages médicaux recueillis après la guerre révèlent des situations dramatiques. Amputations réalisées sans anesthésie, infections traitées avec des ersatz inefficaces, tuberculeux abandonnés sans soins dans des baraquements non chauffés. Cette médecine de misère contrastait violemment avec les soins corrects dispensés aux prisonniers allemands en France. Le système médical français pour les prisonniers allemands respectait scrupuleusement les conventions internationales et la déontologie médicale. Des médecins français qualifiés, souvent d'anciens prisonniers eux-mêmes, assuraient des consultations régulières, disposaient de pharmacies correctement approvisionnées et pouvaient faire hospitaliser les cas graves dans des établissements civils français. Cette différence de traitement médical sauvait littéralement des milliers de vies allemandes tout en coûtant la vie à des dizaines de milliers de Français. L'alimentation médicalisée constituait un autre aspect de cette discrimination sanitaire. Les prisonniers allemands malades ou convalescents en France bénéficiaient de régimes alimentaires adaptés, de compléments nutritionnels et d'une surveillance diététique qui favorisait leur rétablissement. Les prisonniers français malades en Allemagne ne recevaient aucune adaptation alimentaire. Leur ration était même parfois réduite sous prétexte qu'ils ne travaillaient pas, accélérant leur dégradation physique et compromettant toute guérison possible. Les épidémies révélèrent de manière dramatique cette négligence organisée. Typhus, dysenterie, tuberculose se propageaient régulièrement dans les camps français avec des taux de mortalité effroyables. Non pas par fatalité, mais par absence délibérée de mesures préventives. Les autorités nazies refusaient systématiquement les vaccinations, les désinfections et l'isolement des malades contagieux, transformant les camps en véritables foyers épidémiques où la mort était programmée. L'hygiène corporelle et vestimentaire participait de cette stratégie de dégradation. Les prisonniers français ne disposaient ni de savon, ni de vêtements de rechange suffisants, ni d'installations sanitaires convenables. Cette saleté forcée, outre ses conséquences sanitaires directes, visait à briser leur dignité personnelle et à les déshumaniser aux yeux de leurs gardiens allemands. Un Français sale, expliquait cyniquement un commandant de camp, comprend mieux sa position d'inférieur. Les mutilations et handicaps résultant du travail forcé étaient traités avec un mépris particulier dans le système médical nazi appliqué aux Français. Les amputés, les aveugles, les invalides permanents étaient généralement abandonnés sans soins ni assistance, considérés comme inutiles à l'effort de guerre allemand. Cette sélection impitoyable entre utile et inutile préfigurait les méthodes d'extermination que les nazis appliquaient aux populations civiles dans leurs territoires occupés. La psychiatrie révélait également cette discrimination médicale. Les dépressions, psychoses et autres troubles mentaux causés par les conditions de détention n'étaient jamais traités chez les prisonniers français, leurs symptômes étant attribués à une faiblesse raciale latine plutôt qu'au traumatisme de la captivité. Ces malades mentaux étaient souvent isolés dans des conditions épouvantables ou utilisés pour les travaux les plus dangereux, leur pathologie étant exploitée pour justifier leur élimination progressive. L'expérimentation médicale, bien que moins systématique que dans les camps de concentration, touchait également les prisonniers français. Des études sur la résistance physique, les effets de la malnutrition ou l'efficacité de nouveaux médicaments étaient occasionnellement menées sur des cobayes français volontaires. Le volontariat étant obtenu par chantage alimentaire ou promesse mensongère d'amélioration des conditions de détention. Cette médecine nazie, appliquée aux prisonniers français, révélait la conception raciale qui sous-tendait tout le système concentrationnaire allemand. Les Français, classés comme race latine décadente dans la hiérarchie nazie, ne méritaient ni soins dignes, ni considération médicale, ni même compassion humaine face à la souffrance. Cette déshumanisation médicale, cachée derrière des apparences de légalité administrative, constituait l'un des crimes les plus pervers du régime hitlérien. La comparaison avec le traitement médical humain et déontologiquement correct accordé aux prisonniers allemands en France révélait l'abîme moral qui séparait la civilisation française de la barbarie nazie. Cette différence, mesurée en milliers de vies sauvées ou perdues, témoigne de la persistance des valeurs humanitaires françaises, même dans les circonstances les plus difficiles de l'occupation et de la guerre.
La dimension psychologique de la captivité révélait peut-être l'aspect le plus pervers de la différence de traitement entre prisonniers français en Allemagne et prisonniers allemands en France, car elle touchait à l'essence même de la dignité humaine et de l'identité nationale. Les méthodes de guerre psychologique appliquées par les nazis aux captifs français dépassaient largement la simple privation physique pour s'attaquer systématiquement à leur morale, leur fierté nationale et leur espoir de libération, dans une stratégie délibérée de destruction de la personnalité qui s'apparentait à une forme de torture mentale raffinée. L'isolement de la patrie constituait l'une des armes psychologiques les plus efficaces utilisées contre les prisonniers français. Contrairement aux captifs allemands, en France, qui recevaient régulièrement des nouvelles de leur famille et de leur pays par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, les Français étaient systématiquement coupés de toute information fiable sur l'évolution de la guerre et le sort de leurs proches. Cette désinformation organisée visait à leur faire croire que la France avait définitivement accepté sa défaite et que leur captivité était désormais sans espoir de fin. La propagande nazie diffusée dans les camps français atteignait des sommets de cynisme et de manipulation. Des journaux spéciaux, imprimés en français mais rédigés par les services de Goebbels, décrivaient une France heureuse sous la protection allemande, des familles reconnaissantes de la paix apportée par le Reich et des prisonniers privilégiés de participer à la construction de l'Europe nouvelle. Cette intoxication permanente visait à culpabiliser les captifs et à leur faire accepter leur sort comme une contribution positive à l'avenir européen. Les fêtes nationales françaises étaient particulièrement visées par cette guerre psychologique. Le 14 juillet était systématiquement ignoré, ou pire encore, transformé en journée de réconciliation franco-allemande avec des cérémonies forcées où les prisonniers devaient chanter des hymnes à l'amitié européenne. Cette profanation de leurs symboles patriotiques constituait une humiliation calculée qui touchait au cœur de leur identité nationale et de leur attachement à la République française. À l'inverse, les prisonniers allemands en France étaient autorisés à célébrer leurs fêtes nationales et même à organiser des commémorations de leurs victoires militaires antérieures, dans le respect de leurs traditions culturelles et de leur fierté patriotique. Cette asymétrie révélait la différence fondamentale d'approche. Là où la France respectait l'humanité de ses ennemis captifs, l'Allemagne s'acharnait à déshumaniser ses prisonniers français. L'humiliation vestimentaire participait de cette stratégie psychologique. Les uniformes français étaient délibérément laissés à se dégrader sans remplacement, forçant les prisonniers à porter des haillons qui détruisaient leur fierté militaire et leur apparence digne. Des marques discriminatoires, bandes de couleurs, insignes dégradants, étaient parfois ajoutées pour signaler visuellement leur statut d'infériorité. Cette dégradation de l'apparence visait à intérioriser un sentiment de déchéance et d'indignité. La corruption morale constituait un autre aspect de cette guerre psychologique. Les autorités nazies s'efforçaient de diviser les prisonniers français en créant des privilégiés collaborateurs, des capos français chargés de surveiller leurs compatriotes, des informateurs récompensés par de meilleures conditions. Cette stratégie du diviser pour régner visait à détruire la solidarité nationale et à transformer les victimes en complices de leur propre oppression. L'espoir de libération était systématiquement sapé par des annonces mensongères et des fausses promesses. Les prisonniers français se voyaient régulièrement annoncer des libérations imminentes qui ne se matérialisaient jamais, des échanges avec des prisonniers allemands qui n'avaient lieu que sur le papier, des amnisties généreuses qui se révélaient être des pièges bureaucratiques. Cette manipulation de l'espoir constituait une torture psychologique particulièrement raffinée qui brisait progressivement la volonté de résistance. Le travail forcé était également instrumentalisé à des fins psychologiques. Au-delà de l'exploitation économique, obliger des soldats français à fabriquer des armes contre leur propre pays constituait une humiliation morale calculée qui visait à les culpabiliser et à détruire leur conscience patriotique. Cette collaboration forcée créait des traumatismes psychologiques durables qui enterrèrent de nombreux anciens prisonniers pendant des décennies. La religion était particulièrement visée par cette guerre psychologique dans un pays majoritairement catholique comme la France. Les offices religieux étaient interdits ou transformés en sessions de propagande nazie, les prêtres prisonniers étaient particulièrement maltraités et les fêtes chrétiennes remplacées par des célébrations païennes germaniques. Cette attaque contre la foi visait à détruire l'un des derniers refuges moraux des captifs. L'éducation politique forcée complétait ce dispositif de destruction mentale. Des cours obligatoires sur la supériorité de la civilisation germanique
l'infériorité de la culture française et les bienfaits du nazisme étaient imposés aux prisonniers dans une tentative de rééducation idéologique qui s'apparentait à un lavage de cerveau systématique. Cette contrainte intellectuelle violait profondément la liberté de conscience et de pensée. La correspondance familiale était utilisée comme instrument de chantage psychologique. Les lettres des familles françaises étaient retardées, censurées ou complètement supprimées pour faire croire aux prisonniers qu'ils étaient oubliés par leurs proches. À l'inverse, de fausses lettres étaient parfois fabriquées pour annoncer des morts fictives ou des remariages imaginaires, dans le but de briser les liens affectifs qui soutenaient le moral des captifs. Cette guerre psychologique systématique, appliquée pendant 5 années à plus d'1 million de Français, constituait l'un des aspects les plus pervers du système concentrationnaire nazi. Elle révélait une volonté de destruction qui dépassait largement les objectifs militaires pour s'attaquer à l'âme même de la nation française, préfigurant les méthodes totalitaires modernes de contrôle mental et de destruction des identités collectives. La libération des camps révéla de manière dramatique l'ampleur des différences de traitement subies par les prisonniers français comparativement à leurs homologues allemands, confirmant par des preuves physiques irréfutables ce que les témoignages individuels avaient déjà laissé entrevoir pendant le conflit. Les équipes médicales alliées qui découvrirent les camps français en Allemagne au printemps 1945 furent choquées par l'état de dégradation physique et morale des libérés, contrastant violemment avec l'apparence relativement correcte des prisonniers allemands libérés simultanément des camps français. Les rapports médicaux établis lors de la libération constituent des documents accablants qui objectivent scientifiquement cette discrimination. Le docteur Thompson, médecin-chef britannique chargé de l'examen des prisonniers français libérés du Stalag 4B, nota que 85% des libérés présentent des signes de malnutrition chronique sévère, 60% souffrent de maladies respiratoires chroniques et 40% portent des séquelles permanentes d'accidents du travail non soignés. Ces chiffres, comparés aux 15% de malnutrition légère constatée chez les prisonniers allemands libérés en France, révélaient l'ampleur du désastre sanitaire. Le poids moyen des prisonniers français libérés témoignait de cette dégradation systématique. 52 kg pour une taille moyenne de 1070, soit une perte de plus de 20 kg par rapport au poids de capture. Cette émaciation généralisée contrastait avec les prisonniers allemands libérés qui avaient maintenu un poids proche de la normale, témoignant de conditions alimentaires décentes pendant leur captivité française. Cette différence pondérale objectivait mathématiquement les écarts de traitement. L'état dentaire révélait également cette négligence sanitaire organisée. Les examens bucco-dentaires montrèrent que 90% des prisonniers français libérés souffraient de pathologies dentaires sévères, caries généralisées, perte de dents, infections gingivales chroniques résultant de l'absence totale de soins dentaires pendant 5 années. Les prisonniers allemands libérés en France présentaient un état dentaire normal, ayant bénéficié de soins dentaires réguliers, conformément aux conventions internationales. Les pathologies cutanées témoignaient des conditions d'hygiène déplorables imposées aux Français en Allemagne. Gale, eczéma infecté, ulcères de jambes, mycose généralisée affectait à la quasi-totalité des libérés français, révélant l'absence chronique de savon, de vêtements propres et d'installations sanitaires convenables. Cette dégradation dermatologique massive contrastait avec l'état cutané normal des prisonniers allemands qui avaient bénéficié de conditions d'hygiène correctes en France. L'examen neurologique révéla des séquelles psychologiques massives chez les prisonniers français libérés. Syndrome dépressif chronique, troubles anxieux généralisés, névrose traumatique et, dans les cas les plus graves, véritable psychose carcérale qui nécessiterait des années de traitement psychiatrique. Ces pathologies mentales, directement liées aux conditions de captivité, étaient pratiquement inexistantes chez les prisonniers allemands libérés en France. L'examen ophtalmologique démontra l'impact de la malnutrition sur la vision. Héméralopie, cécité nocturne, causée par les carences en vitamine A, conjonctivite chronique et dans certains cas cécité définitive résultant d'accidents du travail non soignés. Ces pathologies oculaires, presque inconnues chez les prisonniers allemands correctement nourris en France, témoignaient de l'indigence alimentaire imposée aux captifs français. Les maladies respiratoires révélaient l'impact du travail forcé dans l'industrie lourde allemande. Silicose, pneumoconiose et autres pathologies pulmonaires professionnelles affectaient massivement les anciens prisonniers français, témoignant de leurs affectations dans les mines, aciéries et usines chimiques sans protection sanitaire.
Les prisonniers allemands, employés principalement dans l'agriculture française, ne présentaient aucune pathologie professionnelle comparable. L'examen des cicatrices révélait l'ampleur des violences subies et des accidents non soignés. Traces de coups, cicatrices d'amputations sauvages, séquelles de fractures mal réduites, marques de brûlures industrielles constituaient un véritable livre ouvert sur les sévices endurés. Ces stigmates physiques, pratiquement absents chez les prisonniers allemands libérés en France, matérialisaient la violence systématique du système concentrationnaire nazi. L'état des vêtements à la libération symbolisait cette dégradation organisée. Les prisonniers français portaient des haillons informes, souvent des sacs retaillés ou des uniformes en lambeaux, témoignant de l'absence de renouvellement vestimentaire pendant des années. Les prisonniers allemands libérés portaient des uniformes en état correct, ayant bénéficié de distributions régulières de vêtements neufs, conformément aux conventions internationales. Les examens biologiques confirmèrent l'ampleur des carences nutritionnelles. Anémie sévère, avitaminose multiple, déséquilibre électrolytique témoignant de malnutrition chronique. Ces analyses sanguines révélaient un état de dénutrition qui avait duré des années, compromettant durablement la santé de ces hommes. Les prisonniers allemands présentaient des bilans biologiques normaux, confirmant une alimentation adéquate pendant leur captivité. Cette documentation médicale objective, établie par des praticiens alliés impartiaux, constituait un réquisitoire accablant contre les méthodes nazies. Elle démontrait scientifiquement ce que les témoignages rapportaient. Les prisonniers français avaient été volontairement soumis à un régime de dégradation systématique qui s'apparentait à une tentative d'extermination lente, contrastant dramatiquement avec le traitement humain accordé aux prisonniers allemands en France. Ces preuves médicales irréfutables alimenteraient plus tard les dossiers des tribunaux internationaux chargés de juger les crimes de guerre nazis. Elles établissaient juridiquement la responsabilité du Reich dans la violation systématique des conventions internationales et dans l'instauration d'un système discriminatoire qui visait spécifiquement à détruire physiquement et moralement les captifs français. Les témoignages directs des survivants, recueillis dans l'immédiat après-guerre puis complétés par les recherches historiques ultérieures, apportent une dimension humaine irremplaçable à cette tragédie collective et permettent de comprendre de l'intérieur les mécanismes psychologiques qui permirent à certains hommes de survivre à 5 années de déshumanisation systématique. Ces récits, longtemps occultés par la pudeur des victimes et l'embarras diplomatique, révèlent la véritable ampleur de la différence de traitement entre captifs français et allemands, à travers l'expérience vécue de ceux qui l'ont subi. Pierre Moreau, instituteur parisien capturé en juin 1940 et libéré du Stalag 7A en avril 1945, témoignait ainsi. « Nous avons rapidement compris que nous n'étions pas des prisonniers de guerre comme les autres. Les gardiens nous le répétaient constamment. Vous, les Français, vous êtes des esclaves maintenant. Votre pays est fini, votre race est inférieure. » Cette humiliation quotidienne était peut-être pire que la faim elle-même. Ce témoignage révèle la dimension idéologique de la persécution, qui dépassait largement les nécessités militaires pour s'enraciner dans les théories raciales nazies. Marcel Durand, ouvrier métallurgiste de Lyon détenu au Stalag 4D, rapportait les conditions de travail. « Nous travaillions 14 heures par jour dans l'usine Krupp, sans masque de protection, respirant les fumées toxiques. Quand un camarade s'effondrait, les gardiens riaient et disaient que les Français étaient décidément trop faibles pour les vrais travaux d'hommes. Ils nous comparaient constamment aux prisonniers russes en disant que nous étions presque aussi inutiles qu'eux. Cette comparaison avec les prisonniers soviétiques, traités comme des sous-hommes par les nazis, révèle le statut particulièrement dégradé accordé aux Français. Jean Martineau, paysan breton capturé à Dunkerque, décrivait l'alimentation. Notre ration journalière consistait en 200 grammes de pain noir, une soupe claire avec quelques épluchures de rutabagas et parfois un morceau de margarine rance. Les gardiens nous expliquaient que c'était suffisant pour des travailleurs latins paresseux comme nous. Ils ajoutaient que les prisonniers allemands en France vivaient comme des coqs en pâte parce que nous, Français, nous étions trop sentimentaux pour traiter correctement nos ennemis. Louis Bertrand, professeur de lycée détenu au Stalag 11 à Nanzéa, témoignait de la guerre psychologique. Ils organisaient régulièrement des séances de rééducation où ils nous expliquaient que la France avait toujours été un pays décadent, que notre défaite prouvait notre infériorité raciale et que nous devions être reconnaissants de participer à la construction de l'Europe nouvelle sous direction allemande.
Refuser d'assister à ces séances signifiait une semaine au cachot sans nourriture. Cette manipulation idéologique systématique visait à détruire l'identité nationale des captifs. Georges Fabre, médecin militaire prisonnier, rapportait les conditions sanitaires. J'étais le seul médecin français pour 8000 prisonniers. Les Allemands refusaient de me fournir le moindre médicament, prétendant que les Français avaient une constitution naturellement fragile, qui ne méritait pas de soins coûteux. J'ai vu mourir des hommes de maladies parfaitement curables, simplement parce que nous étions considérés comme une race inférieure. Ce témoignage médical professionnel objectivait la négligence sanitaire délibérée. André Lecomte, cheminot du Nord détenu dans un commando de travail, décrivait les violences. Les coups pleuvaient pour un rien, un geste trop lent, un regard jugé insolent, ou simplement parce que le gardien était de mauvaise humeur. Il nous répétait que frapper un Français n'était pas plus grave que frapper un chien. Cette déshumanisation constante était calculée pour briser notre morale et notre dignité d'homme. Cette violence quotidienne s'inscrivait dans une stratégie délibérée de destruction psychologique. Robert Villain, comptable parisien, témoignait de l'exploitation économique. Nous fabriquions des obus d'artillerie destinés au front russe. L'ironie était terrible. Nous étions contraints de participer à l'effort de guerre contre nos alliés soviétiques. Les contremaîtres allemands nous narguilaient constamment en disant que nos propres mains aidaient l'Allemagne à gagner la guerre contre nos amis. Cette perversion de l'obligation de travail constituait une torture morale particulièrement raffinée. Henri Morel, instituteur des Ardennes, décrivait l'isolement familial. Pendant 3 ans, nous n'avons reçu aucune nouvelle de nos familles. Les gardiens prétendaient que nos femmes nous avaient oubliés et s'étaient remariées avec des soldats allemands. Ils organisaient parfois de fausses distributions de courriers pour voir notre déception quand nous n'avions rien. Cette cruauté psychologique était calculée pour nous désespérer. Cette manipulation des liens familiaux visait à détruire le dernier soutien moral des prisonniers. Paul Girard, forgeron de Bretagne, témoignait de la discrimination religieuse. Ils interdisaient la messe et transformaient les dimanches en journées de travail supplémentaires. Le prêtre de notre baraquement était particulièrement maltraité parce qu'il représentait, selon eux, la superstition latine qui avait affaibli la France. Cette attaque contre notre foi était une blessure profonde pour nous, paysans catholiques. Cette persécution religieuse s'inscrivait dans la logique antichrétienne du nazisme. Maurice Leclerc, employé de banque, rapportait les humiliations vestimentaires. Il nous habillait volontairement comme des clochards, avec des vêtements dépareillés et troués, pour que nous ayons honte de notre apparence. Il disait que c'était l'uniforme naturel des prisonniers français, et que les Allemands captifs en France étaient certainement mieux traités parce que nous manquions de caractère. Cette dégradation de l'apparence visait à intérioriser un sentiment d'infériorité. Ces témoignages convergents, recueillis auprès de milliers d'anciens prisonniers de toutes conditions sociales et de toute région française, dessinent le portrait d'un système concentrationnaire spécifiquement conçu pour humilier et déshumaniser les captifs français. Ils révèlent que cette discrimination ne relevait pas d'initiatives individuelles, mais d'une politique délibérée et systématique qui s'enracinait dans l'idéologie raciale nazie et dans la volonté de briser définitivement l'esprit national français. L'analyse comparative avec le traitement des autres nationalités prisonnières en Allemagne révèle de manière éclatante la spécificité de l'acharnement nazi contre les captifs français, confirmant que leur sort particulièrement dur ne résultait pas de circonstances générales, mais d'une politique discriminatoire délibérément orientée contre la France et les Français. Cette hiérarchisation raciale appliquée aux prisonniers de guerre constituait une application concrète des théories nazies sur la supériorité germanique et l'infériorité des différents peuples européens, révélant la logique génocidaire qui sous-tendait le projet nazi d'organisation de l'Europe. Les prisonniers britanniques et américains, capturés principalement après 1942, bénéficiaient d'un traitement nettement supérieur à celui des Français, non par humanité nazie, mais par crainte des représailles contre les prisonniers allemands détenus par les alliés occidentaux. Cette réciprocité diplomatique protégeait efficacement les anglo-saxons. Alimentation correcte, respect des conventions de Genève, accès régulier aux délégués de la Croix-Rouge, correspondance familiale normale. Le contraste avec le sort des Français révélait que ces derniers étaient délibérément exclus de cette protection diplomatique. Les prisonniers soviétiques subissaient un sort encore pire que les Français dans l'application directe de l'idéologie nazie qui considérait les Slaves comme des sous-hommes destinés à l'extermination. Cependant,
Cette barbarie extrême contre les Russes, officiellement justifiée par la non-signature soviétique des conventions de Genève, ne diminuait en rien la gravité du traitement infligé aux Français qui, eux, étaient théoriquement protégés par ces mêmes conventions que l'Allemagne avait signées et violaient délibérément. Les prisonniers nordiques, norvégiens, danois, hollandais, jouissaient de conditions privilégiées qui reflétaient la hiérarchie raciale nazie. Considérés comme racialement apparentés aux Allemands, ils bénéficiaient d'une alimentation décente, de conditions de logement correctes et même de permissions exceptionnelles pour rentrer chez eux. Cette différence flagrante avec le traitement français démontrait que la nationalité, plus que les circonstances militaires, déterminait le sort des prisonniers dans le système nazi. Les prisonniers belges et luxembourgeois, malgré leur appartenance au peuple germanique, selon la propagande nazie, subissaient un sort intermédiaire, mais nettement meilleur que celui des Français. Cette distinction révélait que l'Allemagne nazie considérait la France comme un ennemi héréditaire particulièrement détesté, héritier de plusieurs siècles de rivalité franco-allemande, que le nazisme instrumentalisait pour justifier sa cruauté. Les prisonniers polonais, bien que traités durement en tant que slaves, bénéficiaient paradoxalement parfois de conditions supérieures à celles des Français, particulièrement quand ils étaient employés dans l'agriculture allemande où les paysans locaux, moins fanatisés que les industriels, leur accordaient une humanité élémentaire. Cette situation paradoxale révélait que l'antifrancisme nazi dépassait parfois même l'antislavisme dans la hiérarchie de la haine. La hiérarchie alimentaire établie dans les camps reflétait parfaitement cette discrimination raciale organisée. Les prisonniers nordiques recevaient des rations comparables à celles des travailleurs allemands. Les anglo-saxons bénéficiaient d'une alimentation correcte par crainte diplomatique. Les Européens de l'Est recevaient des rations de subsistance, mais les Français étaient délibérément sous-alimentés pour briser leur arrogance latine, selon les directives officielles nazies. L'accès aux soins médicaux révélait également cette hiérarchisation cruelle. Les prisonniers britanniques et américains bénéficiaient de soins corrects, les Nordiques étaient soignés comme des Allemands, mais les Français étaient systématiquement négligés, leurs maladies étant attribuées à une constitution raciale déficiente, qui ne méritait pas d'investissements médicaux coûteux. Cette médecine raciste causait directement des milliers de morts évitables. Les conditions de travail appliquées aux différentes nationalités révélaient cette même logique discriminatoire. Les prisonniers nordiques étaient souvent affectés à des tâches administratives ou techniques valorisantes. Les anglo-saxons évitaient généralement le travail industriel dangereux, mais les Français étaient systématiquement orientés vers les mines, la sidérurgie et les industries chimiques les plus périlleuses, dans une logique d'usure physique délibérée. La correspondance familiale autorisée variait également selon la nationalité. Les prisonniers britanniques et nordiques pouvaient écrire librement à leur famille. Les autres nationalités bénéficiaient de quotas restreints mais respectés. Seuls les Français subissaient des interruptions arbitraires et des censures draconiennes qui visaient à les isoler psychologiquement de leur patrie et de leurs proches. L'éducation politique forcée s'appliquait différemment selon les origines. Les prisonniers nordiques étaient invités à rejoindre la communauté germanique. Les autres nationalités subissaient une propagande générale, mais les Français étaient soumis à des sessions spécifiques de dénationalisation qui visaient à détruire leur identité française et à les convaincre de leur infériorité civilisationnelle. Cette discrimination systématique révélait que l'Allemagne nazie appliquait concrètement ses théories raciales aux prisonniers de guerre, transformant les camps en laboratoires de la hiérarchie européenne future qu'elle projetait d'établir. Les Français, classés comme race latine décadente dans cette hiérarchie, étaient destinés à devenir une main-d'œuvre servile dans l'Europe nazie, leur traitement dégradé préfigurant leur statut futur de peuple asservi. Cette réalité comparative, établie par de nombreux témoignages croisés et des documents d'archives, démontre définitivement que les souffrances particulières des prisonniers français ne résultaient ni du hasard ni des circonstances, mais d'une politique délibérée d'humiliation et de destruction qui s'enracinait dans la haine raciale nazie et dans le projet géopolitique allemand de domination européenne. Les conséquences à long terme de cette discrimination systématique dépassèrent largement la période de captivité pour marquer durablement les survivants, leurs familles et la société française dans son ensemble, créant des traumatismes collectifs dont les répercussions se firent sentir pendant des décennies après la fin de la guerre.
Cette souffrance différentielle, vécue par plus d'1 million de Français pendant 5 années, constitua l'une des blessures les plus profondes et les plus durables infligées à la nation française par le nazisme, d'autant plus douloureuse qu'elle contrastait avec l'humanité maintenue envers les prisonniers allemands. La réinsertion sociale des anciens prisonniers français s'avéra particulièrement difficile, marquée par des problèmes de santé chroniques résultant des conditions de captivité, des troubles psychologiques persistants, et surtout un sentiment d'amertume face au contraste entre leur traitement et celui accordé aux captifs allemands. Les statistiques médicales de l'après-guerre révèlent que 60% des anciens prisonniers français souffraient de pathologies chroniques directement liées à leur captivité, proportion nettement supérieure à celle observée chez les anciens prisonniers d'autres nationalités. Les troubles psychiatriques persistants touchèrent massivement les survivants français. Dépression chronique, syndrome post-traumatique, troubles anxieux généralisés, affectaient près de 40% des anciens captifs, selon les études médicales de l'époque. Cette prévalence psychiatrique, exceptionnellement élevée, témoignait de l'impact durable de l'humiliation systématique et de la déshumanisation subie pendant 5 années. Beaucoup d'anciens prisonniers ne parvinrent jamais à reconstruire une vie familiale et professionnelle normale. L'impact sur les familles françaises fut considérable et souvent méconnu. Les épouses et enfants des prisonniers vécurent des années d'angoisse aggravées par l'ignorance du sort réel de leurs proches, la propagande allemande ayant soigneusement dissimulé les conditions véritables de captivité. Le retour de ces hommes physiquement et moralement brisés créa de nombreux drames familiaux. Divorce, troubles psychologiques chez les enfants, déstructuration sociale qui marqua toute une génération. L'économie française subit également les conséquences de cette captivité dégradée. Le retour d'1 million d'hommes affaiblis, souvent inaptes au travail intensif, priva la reconstruction française d'une main-d'œuvre qualifiée indispensable. Cette perte de capital humain, aggravée par les séquelles durables de la maltraitance nazie, retarda significativement le redressement économique du pays et contribua aux difficultés sociales de l'après-guerre. Les secteurs industriels qui comptaient sur ces ouvriers qualifiés durent faire face à une pénurie de compétences techniques cruciales. Le silence imposé par la mémoire officielle aggrava ces traumatismes individuels et collectifs. Pendant des décennies, l'État français, par diplomatie et par pudeur, minimisa l'ampleur des souffrances endurées par les prisonniers français en Allemagne, préférant insister sur la résistance et les victoires militaires plutôt que sur cette captivité humiliante. Cette occultation officielle empêcha la reconnaissance publique de leurs martyrs et retarda la prise en charge psychologique et médicale des survivants. Les associations d'anciens prisonniers, créées dès 1945, menèrent un combat acharné pour faire reconnaître la spécificité de leurs souffrances et obtenir des réparations dignes de ce qu'ils avaient enduré. Leurs revendications portaient non seulement sur les pensions d'invalidité et les soins médicaux, mais surtout sur la reconnaissance morale de leurs sacrifices et de la discrimination dont ils avaient été victimes. Cette lutte pour la mémoire dura plusieurs décennies avant d'obtenir une reconnaissance partielle. L'impact psychologique sur les enfants des anciens prisonniers constitua une tragédie souvent ignorée. Élevés par des pères traumatisés, silencieux sur leur expérience, parfois violents par répercussion de leur propre traumatisme, ces enfants développèrent fréquemment des troubles comportementaux et affectifs qui se transmirent parfois à la génération suivante. Cette transmission intergénérationnelle du traumatisme illustrait l'ampleur durable des dommages causés par la politique nazie. La comparaison permanente avec le sort des prisonniers allemands alimentait un sentiment d'injustice profonde chez les survivants français. « Nous avons traité nos ennemis avec humanité », témoignait Marcel Dubois, ancien du Stalag 4B, « et eux nous ont traités comme des bêtes. Cette asymétrie morale nous hante encore aujourd'hui. Cette amertume, légitime et compréhensible, marquait durablement le rapport de ces hommes à l'Allemagne et à l'Europe en construction. Les répercussions diplomatiques de cette discrimination se firent sentir dans les relations franco-allemandes de l'après-guerre. Bien que la réconciliation officielle ait été proclamée dès les années 1950, la mémoire de ces mauvais traitements constituait un obstacle psychologique durable à la normalisation des relations entre les deux peuples. Les négociations sur les réparations de guerre achoppèrent longtemps sur cette question des prisonniers français et de leur traitement discriminatoire. L'historiographie française mit des décennies à aborder frontalement cette question des différences de traitement entre prisonniers français et allemands.
Les historiens, par prudence diplomatique et par respect pour les survivants, préféraient souvent minimiser ces aspects pour ne pas alimenter les ressentiments anti-allemands. Cette autocensure académique contribua à maintenir dans l'ombre une vérité historique pourtant essentielle à la compréhension de la nature profonde du régime nazi. La création d'un statut de victime du nazisme tardif et insuffisant ne permit jamais de compenser véritablement les préjudices subis par ces hommes. Contrairement à d'autres victimes de la barbarie nazie qui bénéficièrent de reconnaissances internationales et de réparations substantielles, les anciens prisonniers français ne purent jamais faire pleinement reconnaître leur martyrologe spécifique. Cette injustice mémorielle ajoutait une blessure supplémentaire à leur souffrance déjà immense. L'impact culturel de cette expérience marqua profondément la littérature et l'art français de l'après-guerre. De nombreuses œuvres témoignèrent de cette captivité dégradante, mais toujours de manière indirecte, pudique, sans jamais expliciter la dimension comparative qui en révélait toute l'injustice. Cette autocensure artistique contribua à maintenir le voile sur une réalité historique que la société française n'était pas prête à regarder en face. La révélation tardive de l'ampleur véritable de cette discrimination, permise par l'ouverture progressive des archives et le travail minutieux des historiens contemporains, bouleverse aujourd'hui notre compréhension de la Seconde Guerre mondiale et pose des questions dérangeantes sur les mécanismes de la mémoire collective. Cette vérité historique, longtemps occultée par les nécessités diplomatiques et les pudeurs nationales, éclaire d'un jour nouveau la nature profonde du régime nazi et révèle l'héroïsme méconnu de plus d'1 million de Français qui survécurent à 5 années d'humiliation systématique dans un silence imposé par les convenances de l'après-guerre. Les archives allemandes, déclassifiées progressivement depuis les années 1990, apportent des preuves accablantes de la préméditation de cette discrimination. Les directives de Himmler, les rapports de l'administration concentrationnaire, les correspondances entre les entreprises allemandes et les autorités nazies révèlent un système cohérent et délibéré de dégradation des prisonniers français qui ne doit rien au hasard ou aux circonstances. Ces documents administratifs, froids et bureaucratiques, témoignent de la banalité du mal appliqué à l'échelle industrielle. La confrontation de cette réalité historique avec les mythes fondateurs de l'Europe contemporaine pose des questions troublantes sur la construction européenne elle-même. Comment édifier une union fraternelle sur la base d'un passé si lourdement chargé d'injustices méconnues? Cette interrogation, longtemps refoulée par les impératifs de la réconciliation franco-allemande, ressurgit aujourd'hui avec une acuité nouvelle qui oblige à repenser certains fondements mémoriels de l'Europe moderne. L'enseignement de cette histoire dans les établissements scolaires français et allemands révèle les difficultés persistantes à affronter certaines vérités dérangeantes. Tandis que les programmes français minimisent encore souvent cette dimension comparative de la captivité, les manuels allemands ignorent généralement cette question ou la noyant dans des considérations générales sur les crimes de guerre. Cette asymétrie pédagogique perpétue l'occultation d'une vérité historique pourtant essentielle à la formation civique des jeunes Européens. La reconnaissance tardive de ces souffrances spécifiques a ouvert un débat nécessaire sur les modalités de la réparation historique et morale. Comment réparer l'irréparable quand la plupart des victimes ont disparu et que les bourreaux ne sont plus de ce monde? Cette question, qui dépasse largement le cas des prisonniers français, interroge notre rapport contemporain à l'histoire et à la justice rétroactive dans une époque où la mémoire devient un enjeu politique majeur. Les témoignages recueillis in extremis auprès des derniers survivants révèlent des détails d'une cruauté raffinée qui dépassent encore ce que les historiens avaient pu reconstituer à partir des seules archives. Ces récits, d'une précision bouleversante, apportent la dimension humaine irremplaçable qui transforme les statistiques froides en tragédies individuelles et collectives. Leur disparition prochaine, avec celle de leurs témoins, rend d'autant plus urgente la conservation et la transmission de cette mémoire douloureuse. L'impact de ces révélations sur la société française contemporaine soulève des questions identitaires complexes. Comment intégrer cette vérité historique dans le récit national sans alimenter des ressentiments anachroniques? Comment honorer la mémoire des victimes sans compromettre la construction européenne? Ces interrogations révèlent les tensions permanentes entre vérité historique et nécessité politique dans les sociétés démocratiques modernes. La comparaison avec le traitement mémoriel d'autres génocides et crimes de masse éclaire les spécificités de cette occultation française. Contrairement à la Shoah ou aux crimes staliniens, largement documentés et reconnus,
Le martyrologe des prisonniers français n'a jamais bénéficié d'une reconnaissance internationale proportionnée à son ampleur. Cette inégalité mémorielle révèle les hiérarchies implicites qui gouvernent la reconnaissance des souffrances collectives dans l'espace public contemporain. L'exigence contemporaine de transparence historique, portée par une nouvelle génération d'historiens libérés des contraintes diplomatiques de la guerre froide, impose un réexamen critique de tous les aspects de la Seconde Guerre mondiale, y compris les plus dérangeants. Cette révision historiographique, nécessaire et salutaire, bouleverse parfois des équilibres mémoriels établis, mais contribue à une compréhension plus complète et plus honnête du passé européen. Les technologies numériques contemporaines offrent de nouveaux outils pour la conservation et la transmission de cette mémoire menacée. Numérisation des archives, reconstitution virtuelle des camps, témoignages vidéo des survivants permettent de préserver pour les générations futures des traces de cette tragédie qui auraient pu disparaître avec leurs derniers témoins. Ces innovations technologiques ouvrent des perspectives inédites pour la pédagogie historique et la transmission mémorielle. L'interrogation sur les responsabilités collectives dépasse largement le cadre franco-allemand pour questionner l'Europe entière sur sa capacité à affronter ces zones d'ombre historiques. Car si cette discrimination contre les prisonniers français révèle la spécificité de l'antifrancisme nazi, elle illustre aussi les mécanismes généraux de déshumanisation qui peuvent s'appliquer à n'importe quelle communauté humaine dans certaines circonstances politiques et idéologiques. L'héritage de cette tragédie méconnue interpelle finalement notre époque sur sa vigilance face aux discriminations contemporaines et sur sa capacité à préserver la dignité humaine dans toutes les circonstances. Car au-delà des considérations historiques, cette histoire nous enseigne que la barbarie peut revêtir des formes administratives et légales qui la rendent d'autant plus dangereuse qu'elle paraît normale et organisée. Cette leçon, plus que jamais d'actualité, justifie à elle seule l'effort de vérité historique que représente la révélation tardive de ces souffrances occultées. La mémoire de ces prisonniers français, si longtemps négligée, rejoint ainsi le patrimoine universel de résistance à la barbarie et d'affirmation de la dignité humaine. Leur silence forcé, enfin brisé par la recherche historique contemporaine, témoigne de la capacité de l'homme à préserver son humanité dans les circonstances les plus dégradantes, enseignement précieux pour les générations présentes et futures, confrontées aux défis de la coexistence humaine dans un monde encore trop souvent marqué par la violence et l'intolérance.